Mesdames, Messieurs, vous savez faire l'option optimale pour être au cœur de l'actualité au plan local et national. Nous venons à vous pour ce tour d'horizon de l'actualité. Merci de nous préférer. Voici les titres de ce journal. Conseil des ministres, les membres du gouvernement se sont réunis hier mercredi 9 octobre de l'an 2024 à Cotonou en conseil hebdomadaire des ministres. Ceci sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs dossiers sont examinés, plusieurs décisions sont prises. Le point assure dans un court instant avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mouboudi. Pendant ce temps, la polémique de la fréquentation des centres de santé, notamment des femmes enceintes, dans la commune de Malanville a fait l'objet d'une émission en fin de semaine écoulée sur la radio Sauta FM de l'analyse de la situation de fréquentation des centres de santé aux facteurs qui influencent justement les citoyens. Vous suivrez l'appréciation du CERAMS dans ce journal et nous apportera plus de précisions. Comme tous les 10 octobre de chaque année, le monde entier commémore ce jeudi 10 octobre la journée mondiale contre la peine de mort. Que comprendre de la peine de mort? Élément de réponse à suivre dans ce journal, sans oublier à la boucle le condensé de l'actualité tel que traité par la presse béninoise écrite. Ce sera la revue de presse de Lukman Woruchio. Mesdames, Messieurs, merci de nous préférer. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de nous préférer pour vous informer. Organisé dans le cadre de la poursuite du dialogue social à la base par décret 2020-458 du 23 septembre 2020, le gouvernement a prévu diverses organisations syndicales de travailler avec des critères de leur représentativité en République du Bénin. Ainsi, dans ce sens, tous les ministères ont été invités à organiser les élections professionnelles en vue de déterminer les organisations syndicales de base représentatif. Par ailleurs, le critère pour cette élection est d'avoir au moins 20% de suffrages exprimés. Suivez ici pour plus de précision le processus de ces élections avec le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. La commission électorale mise en place a suivi son calendrier successif à travers l'élaboration du règlement intérieur, l'élaboration d'une feuille de route, l'établissement de la liste électorale, principal outil de l'élection qui a été apuré de façon concertée avec à la clé 15 255 électeurs sur cette liste. Puis il y a eu la mobilisation des dossiers de candidature qui a permis d'avoir 3 grands regroupements. Il s'agit du Centra-Sèche, du Sympact et COS. Après, il y a eu la conception du bulletin unique qui a été validée, bien sûr, l'organisation du vote blanc qui a servi de test, et puis l'organisation du vote proprement dit, ce qui marque donc la fin du processus. Je voudrais saluer l'esprit de cohésion qui a prévalu lors des travaux de la commission, malgré les petites difficultés qu'il y a eu sur le terrain. Je voudrais saluer également l'esprit qui a prévalu au cours de la campagne électorale, qui, comme je l'avais souhaité, a été plus une fête sans incident tout le long de ces quelques jours de campagne que les 3 groupes ont livré sur le terrain pour convaincre les différents acteurs du ministère de la Santé de porter sur eux leur choix par rapport à leur capacité de les représenter au niveau du ministère. Saluant ainsi le sens de responsabilité de tous les acteurs qui se sont impliqués dans l'organisation, le ministre a rappelé la prochaine étape du processus. On écoute pour plus de précision Benjamin Humpati. Nous sommes donc heureux que tout le monde se soit mobilisé pour que la participation soit la plus massive possible. J'ai pu suivre à travers les différents réseaux du ministère cette mobilisation et je voudrais saluer l'ensemble des acteurs pour également la manière dont l'ensemble du processus s'est passé. Les prochaines étapes, c'est la délibération du vote qui aura lieu d'ici à là et puis nous transmettrons les résultats du vote au ministre du Travail et de la Fonction publique pour validation. Et après ça, ayant connu les syndicats représentatifs du ministère de la Santé, à la base, nous allons
aller vers la mise en place de la commission administrative paritaire. Cela est d'autant plus important que nous avons des dossiers sur la table, aussi bien les dossiers qui sont relatifs à la plateforme revendicative que nous devons continuer à étudier, sur lesquels nous devons continuer à travailler pour leur satisfaction, mais également les dossiers disciplinaires également qui sont là, étant entendu que le secteur reste confronté à divers problèmes en matière de respect des tests qui régissent le secteur. Cela étant donc, je voudrais encore une fois féliciter M. le Président et l'ensemble des membres de la commission électorale. Saisissant cette occasion et s'adressant à l'assistance, le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, a profité de l'occasion pour dresser la liste des candidats en liste, sans oublier le pourcentage de chacune d'elles. Je vous invite à suivre ici un extrait de ses propos. En effet, nous avions 3 listes qui étaient en course et l'atterrissage de les 3 listes vont rester pour représenter les différents courants du ministère de la Santé dans le cadre du dialogue social. Ici donc le Centrasèche a pu réunir 46,29% des suffrages, le Sempat MS 29,77% et le COS 23,94%. Je voudrais vous féliciter tous pour l'esprit qui a prévalu tout le long de ce processus jusqu'à ce jour. Je pense que maintenant, on va dire que nous avons tous gagné. Nous avons gagné. Quand on finit de gagner, qu'est-ce qu'on fait? On s'applaudit. Professionnels au niveau du secteur de la santé. Nous allons donc transmettre les résultats pour validation au ministre du Travail et de la Fonction publique. Et après cette étape, nous allons mettre en place la commission administrative. Félicitations à vous tous. Mesdames, Messieurs, je voulais annoncer en titre la problématique de la fréquentation des centres de santé, notamment des femmes enceintes, dans la commune de Malanville a fait l'objet d'une émission en fin de semaine écoulée sur la radio Sota FM, de l'analyse de la situation de fréquentation des centres de santé aux facteurs qui influencent notamment les citoyens ou citoyennes à ne pas faire recours aux centres de santé publics et à s'adonner aux personnes non qualifiées à domicile et passé au pays fin. De quoi retourne la situation actuelle de la santé à Malanville? Élément de réponse avec Nabil Moussa, il est CIRAMS, entendez chargé de la recherche et d'appui à la mobilisation sociale de la zone sanitaire Malanville-Karimama. On l'écoute. Actuellement, la fréquentation des services de santé dans notre commune apparaît très faible parce que la population généralement préfère aller se faire soigner à la maison par des personnes non qualifiées au lieu d'aller au centre de santé. Ces habitants choisissent souvent cette option en raison des commodités, des coûts et généralement des distances liées entre leur maison et le centre de santé. Il est quand même important de noter que cette tendance peut être également justifiée par le manque d'information de nos populations sur les services préventifs qu'on leur offre et également la diversité des traitements que nous leur offrons. Donc ces personnes qui font ces soins à domicile n'ont malheureusement pas les qualifications qu'il faut et n'utilisent pas également les produits pharmaceutiques adéquats pour soigner nos populations et par ignorance, nos populations leur font confiance. Voilà un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés dans notre zone sanitaire. Il faut dire que plusieurs facteurs influencent le choix de la population d'utiliser d'autres options que les services de santé. En premier, il y a la question de coût qui est là. Pour la population, c'est que aller se faire soigner à l'hôpital leur revient plus cher que de se faire soigner à la maison. Alors que quand vous allez au centre de santé normalement, d'abord vous êtes pris en charge par un personnel qualifié qui prend le soin de poser un bon diagnostic et qui revient sur peut-être les bilans paracliniques pour pouvoir mettre en place le traitement. Donc c'est ce qui fait un peu cette différence de prix entre les services de santé et ceux qui soignent à la maison. Et selon le CIRAMS, une femme enceinte qui veut sauver la vie de son bébé est contrainte nécessairement à se rendre dans un centre de santé. Occasion pour Nabil Moussa de revenir sur les risques que courent les femmes qui se laissent soigner par des personnes non qualifiées à domicile. Extrait de ses propos.
Vous savez, aujourd'hui, les accouchements à domicile perdus dans notre zone sanitaire. L'accouchement commence par le premier jour de la grossesse. Si les CPN, les consultations prénatales ne sont pas suivies correctement, c'est qu'il peut y avoir de problèmes à l'accouchement. Et le suivi de la grossesse, c'est les consultations prénatales. Nous sommes confrontés à vraiment ces accouchements à domicile qui succèdent à des décès maternels. En voulant donner la vie, on perd la vie. Vraiment, ce n'est pas du tout bien entendu. Remettons-nous en cause nous-mêmes. Aujourd'hui, les soins sont accessibles à tous. Le coordonnateur a pris des initiatives. Je me rappelle, lors d'une revue des indicateurs, on parlait des accouchements à domicile, de pourquoi les femmes ne venaient pas en consultation prénatale. Et une petite analyse nous a fait savoir que c'est les femmes qui sont un peu reculées, qui ne venaient pas en consultation. Là, le coordonnateur a pris une décision sur le champ. Il a dit, allez vers ces femmes. Si ces femmes ne peuvent pas venir vers vous, allez vers ces femmes et ne leur faites pas payer la consultation. Donc actuellement, les consultations prénatales en milieu rural sont gratuites. La majorité de notre population se considère comme pauvre, ce qui limite leur capacité à se déplacer vers les centres de santé où les soins peuvent engendrer peut-être des coûts supplémentaires. Ça, c'est selon eux. Il y a également les barrières culturelles où certaines pratiques culturelles et religieuses, notamment celles qui restreignent la liberté de mouvement des femmes, jouent un rôle crucial. Par ailleurs, pour faciliter et administrer une meilleure qualité de soins aux citoyens de la commune de Malanville, des dispositions sont prises désormais par les responsables sanitaires. Nous confie ici le chargé de la recherche et d'appui à la mobilisation sociale de la zone sanitaire Malanville, Karim Mama. Nabil Moussa, qu'on écoute. Aujourd'hui, nous avons les relais communautaires partout. C'est d'abord un premier circuit de remontée d'informations. Moi, j'en reçois plusieurs appels. On me dit, bon, ils ont mal accueilli ici, ils sont allés, ils ont refusé. Et systématiquement, on agit. Surtout dans Malanville Centre, je félicite vraiment ces relais qui ne badinent pas pour remonter les informations. On a souvent des comités de gestion de centres de santé. Donc, ces membres sont là pour tous les problèmes. Donc, si la population a un problème, il suffit juste de se rapprocher d'un de ces membres COGEC pour remonter l'information. L'autre chose, c'est nos leaders qui sont à côté. Facilement, eux, ils ont accès à nous. Donc, ils peuvent remonter l'information. On est également à pied d'œuvre pour mettre en place un nouveau comité qu'on va nommer le colosse dans les différents villages, toujours pour la remontée et la qualité des soins. Donc, c'est pour dire qu'ils ont plusieurs circuits pour nous faire parvenir l'information. Parce que nous, on est ici, on ne sait vraiment pas ce qui se passe. Et si eux ne nous disent pas, c'est que tout va bien. C'est juste leur dire de ne pas se fatiguer, de venir vers nous et ensemble on va trouver des solutions. C'est quand même en intégrant leurs besoins que nous pourrions trouver les solutions adéquates. Si on ne connaît pas leurs réels problèmes, c'est que on va toujours caresser et le problème sans aller en profondeur. De ne pas avoir peur de s'approcher de nous. On est ouvert, le médecin coordonnateur est toujours ouvert à toute préoccupation et fait quand même des efforts pour la promotion de la santé. Mesdames et messieurs, comme tous les 10 octobre de chaque année, le monde entier commémore ce jour, jeudi 10 octobre 2024, la journée mondiale contre la peine de mort. Initiée par la Coalition mondiale contre les peines de mort, cette journée est portée par les défenseurs de droits humains. L'objectif est d'abolir la peine de mort dans tous les pays du monde entier. Je vous invite à suivre les précisions de Jean-Eudes Bagedi. Il est défenseur des droits humains, membre de la Coalition mondiale contre la peine de mort et ancien vice-président au Bénin de Amnesty International. Le 10 octobre, la journée mondiale contre la peine de mort a pour vocation d'unifier le mouvement abolitionniste mondial et mobilise la société civile, les dirigeants politiques, les juristes, l'opinion publique et bien d'autres pour soutenir l'appel à l'abolition universelle de la peine capitale. Cette journée encourage et consolide la prise de conscience politique et générale du mouvement mondial contre la peine de mort. C'est le moment de considérer et de célébrer les progrès réalisés par le mouvement abolitionniste au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, plus que jamais, les acteurs abolitionnistes doivent continuer à œuvrer pour l'abolition complète de la peine de mort dans le monde entier pour tous les crimes.
L'édition 2024 de la Journée mondiale contre la peine de mort est consacrée à la lutte contre la contraception erronée selon laquelle la peine de mort peut rendre donc les personnes et les communautés plus sûres. C'est aussi l'occasion de faire l'état des lieux sur la pratique en cours dans certains pays. Malgré les avancées de la situation, il faut noter que cette situation de peine de mort n'est pas aussi reluisante. Suivez le résumé du tableau que présente ici le défenseur des droits humains, Jean-Eudes Gbagidi. Si nous voulons parler par rapport au progrès réalisé par les mouvements abolitionnistes, selon les statistiques d'Amnesty International, nous pouvons citer 109 pays qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Il y a également 7 pays qui ont aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun. 29 pays sont abolitionnistes en pratique. 75 pays sont rétentionnistes, c'est-à-dire ils n'ont pas encore aboli la peine de mort. Les 5 pays qui ont le plus exécuté au monde en 2021 sont dans l'ordre la Chine, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et la Syrie. 28 670 personnes sont connues comme étant sous le coup d'une condamnation à mort dans le monde. Vous voyez, c'est alarmant et c'est pourquoi nous sommes en train de soutenir de par le monde le mouvement afin que l'abolition de la peine de mort soit universelle, soit constitutionnalisée et afin que les États les respectent. Au Bénin, la peine de mort a été abolie. C'est une avancée significative. Salue l'ancien vice-président de Amnesty International qui relève toutefois la nécessité pour les Béninois à s'intéresser à cette commémoration. Écoutons pour plus de détails le membre de la coalition mondiale contre la peine de mort. Pourquoi nous maintenons la pression? Vous savez, il faut faire entrer dans les habitudes et surtout dans la jeune génération cette culture de l'abolition de la peine de mort, parce que, vous savez, il peut toujours avoir des revirements jurisprudentiels et que d'ici à là, qu'on nous dise que la Constitution a été révisée et que la peine de mort est encore en vigueur, ce n'est qu'un pas. Et c'est pourquoi il faut entretenir et nourrir cette culture-là dans la tête de la jeunesse. Et c'est pourquoi beaucoup de mouvements dont Amnesty International Bénin font de la sensibilisation chaque année, font également de l'éducation aux droits humains pour que cette culture-là soit pérennisée dans le temps. Nous ne devons pas croiser les bras, baisser la garde et penser que nous sommes déjà sur un terrain conquis. Au Bénin, c'est vrai, nous avons déjà aboli la peine de mort. La dernière exécution date de 1987. Voilà un peu pourquoi nous continuons de maintenir la pression. Mesdames, Messieurs, d'une journée à une autre, cette fois-ci un mouvement pour notre santé mentale, c'est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la santé mentale. Une journée célébrée le 10 octobre également de chaque année dans les 4 coins du monde entier. Selon l'OMS, l'activité physique est bonne pour le cœur, le corps et l'esprit. Elle peut donc améliorer la réflexion, l'apprentissage et le bien-être général. En marge d'une telle commémoration, nous nous sommes intéressés aux troubles bipolaires, qui est une forme donc de trouble psychique et psychologique qui perturbe sévèrement le mental de certaines personnes. Dorcas Djagba, notre consoeur de PIS FM, nous en dit plus à travers ce reportage. Les troubles bipolaires sont un groupe de maladies psychiatriques sévères. Elles sont encore appelées folies circulaires. C'est un état pathologique grave qui provoque des hausses et des baisses de l'humeur extrêmes qui influent sur la façon dont un individu pense et se comporte. Docteur Racine Viou, psychiatre. En ce qui concerne les causes de cette maladie, nous avons le facteur héréditaire. Ça prend une proportion non négligeable dans cette maladie-là. La cocaïne, l'héroïne, tout ça. La consommation active des substances psychoactives, l'alcool. Les troubles bipolaires se distinguent en 3 étapes. Phase maniaque, phase dépressive et la dernière qu'on appelle les épisodes mixtes. La première crise de cette maladie débute entre l'âge de 16 ans et 30 ans. Selon Dimitri Awandogbo, inspecteur des actions sanitaires, les 3 phases des troubles bipolaires se présentent comme suit. Pendant la phase maniaque, le sujet est continuellement exalté, heureux, jovial, euphorique ou encore irritable, colérique et belliqueux.
Par contre, dans la phase dépressive, nous notons perte d'intérêt pour les activités auxquelles la personne prenait du plaisir auparavant, perte ou gain de poids, difficulté à se concentrer avec des pensées suicidaires. Et enfin, nous avons une alternance d'épisodes dépressifs et d'épisodes maniaques. 2 moyens sont disponibles dans le cadre de la prise en charge des troubles bipolaires. Comme médicaments à prescrire, nous avons les antipsychotiques, les psychorégulateurs et enfin les antidépresseurs. Pour éviter d'être atteint des troubles bipolaires, il est capital de se soustraire de la consommation de drogue et l'abus d'alcool. Eh bien voilà, merci à vous, chers consoeurs de l'autre côté de PIS FM. Mesdames, Messieurs, nous marquons juste une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Dernière ligne droite de ce journal, plus de 2600 artisans seront bientôt formés au Bénin. Il s'agit des artisans de plusieurs secteurs d'activité constitués dans la base de données dans le cadre de Arche Formation dont l'objectif est de renforcer les compétences professionnelles des acteurs. C'est la suite d'une procédure déjà enclenchée depuis 2023. Le sujet était au cœur des discussions hier mercredi en conseil hebdomadaire des ministres tenu à Cotonou. Suivez pour plus de précision le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. Sélection des centres chargés de la formation des artisans béninois au titre de l'année 2024 dans le cadre de Arche Formation. Pour rappel, le volet formation du projet Arche vise le renforcement des compétences professionnelles des acteurs, prioritairement des artisans. Seront progressivement pris en compte ceux des autres secteurs de l'informel, avec pour finalité d'améliorer la qualité de leur production, conséquence de leur capacité globale à générer des revenus. À cet effet, pour pallier la rareté et l'inadéquation des centres de formation, ainsi que l'insuffisance de formateurs qualifiés dans les domaines définis comme prioritaires, il a été procédé en 2023 à la préqualification de certains d'entre eux, ce qui a permis de former 1720 artisans. De fait, une base de données de centres de formation de référence pouvant assurer les formations recherchées a été constituée avec l'appui des experts métiers internationaux dans les secteurs des énergies renouvelables photovoltaïques, du froid et de la climatisation, de la pâtisserie, de la boulangerie. Il en est de même de la transformation agroalimentaire, de la plomberie, de la mécanique automobile et de la transformation de lait de vache en fromage. C'est donc de ce répertoire que proviennent les centres retenus pour les formations à dispenser cette année au profit de 2676 artisans. Mesdames, Messieurs, le chef de l'État, Patrice Talon, et les membres de son gouvernement se sont également penchés sur le projet d'assainissement pluvial de Cotonou. Il a été également décidé en Conseil des ministres de la contractualisation pour la construction d'un centre de transfert des déchets solides à Kogbato dans la capitale économique du Bénin. Wilfried Léandre Ngwedji, porte-parole du gouvernement, qu'on écoute. Contractualisation dans le cadre du projet de construction d'un centre de transfert de déchets solides ménagers à Kogbato, à Cotonou. Le dit centre est un sous-projet du programme d'assainissement pluvial de la ville dont l'exécution nécessite la réalisation d'une mission complète d'avant-projet sommaire, d'avant-projet détaillé, d'élaboration du dossier d'appel d'offres ainsi que du contrôle et de la supervision des travaux de sa construction, compte non tenu de la réalisation d'une étude d'impact environnemental et social. En marquant son accord pour la contractualisation irrelative, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, de veiller à la bonne exécution du cahier des charges. Mesdames, Messieurs, à présent, nous marquons une courte pause, le temps pour nous d'installer confortablement Lukman Woruchio dans sa revue de presse nationale. Suivez la revue de presse sur Sota FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. À la une de l'actualité ce jeudi, plusieurs journaux rapportent la rentrée solennelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Hier, mercredi 9 octobre, introduit le matinal, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a fait sa rentrée solennelle. À cette occasion, précise le quotidien, le procureur spécial Mario Metonou a présenté le bilan des dossiers traités par la juridiction depuis sa création. Le
journal, tout comme Dynamise Info, Soleil Levant, Daïbi Info et bien d'autres publications soulignent que la Criette, depuis sa création en 2018, a traité 6358 procédures. Le procureur spécial fait savoir, d'après les canards, que ces 6358 dossiers ont été traités par la Criette à la date du 17 septembre 2024. Au nombre de ces dossiers figurent 55 dossiers de corruption, 116 procédures de détournement de deniers publics, 35 dossiers de fraude fiscale et 149 procédures de trafic international de drogue à haut risque. Il a poursuivi, rapporte le matinal, en indiquant que les procédures de cybercriminalité sont dans une progression constante au fil des ans, notamment les 3 dernières années. L'on a observé une progression constante du nombre de procédures de cybercriminalité, 347 en 2022, 415 en 2023 et déjà 576 au 17 septembre 2024, a renseigné Mario Metonou, cité par les quotidiens, notamment le matinal, pour lequel cette augmentation traduit plutôt une montée en efficacité des services d'enquête de la Criette. Le bilan est encourageant, apprécié en titre Soleil Levant. Pour sa part, ainsi dans la suite, Dynamise Info appelle la justice à siffler la fin d'une pagaille dans l'affaire coup d'état déjoué. Le business du moment, en tout cas pour des soutiens du pouvoir de la rupture, observe le journal, est de condamner publiquement le coup d'état prétendument déjoué pour finir par consoler la personnalité supposément visée, Patrice Talon. Fermant exprès les yeux sur ce qui sied, mon confrère relève qu'il tente d'influencer la justice pour qu'elle rende en son temps une décision dans le sens des accusations pour achever avec la réputation des prévenus. C'est une posture en quelque sorte pour orienter dans le sens voulu, dénonce le canard qui invite la justice à ne pas se laisser distraire par qui que ce soit. Au besoin, insiste Dynamise Info, il faudra interpeller ces personnes qui s'empressent rien que sur la base des accusations de prendre déjà pour des malfaiteurs Olivier Boko et Osvaldo Meki, et ceci sans véritable preuve, termine le journal. Pendant ce temps, les nouvelles ne sont pas rassurantes. Du côté de la Sobemap, alerte matin libre. Et pour cause, relève la publication, le personnel de l'ex-société béninoise de manutention portuaire a des soucis à se faire. Le liquidateur de cette structure, Bénin Manutention SA, ne semble pas vouloir travailler avec le personnel de la Sobemap, informe le quotidien qui voit déjà le personnel au chômage. Et parlant du chômage, ainsi dans le reste, Fraternité évoque la migration des jeunes béninois à la recherche de l'Eldorado. 56 migrants béninois sont sauvés d'un naufrage en Guinée équatoriale, renseigne le journal qui remarque que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur au Bénin. Presque absent sur la liste des migrants clandestins il y a quelques années, les Béninois, constate mon confrère, se comptent désormais par centaines. Et ceci, estime le canard de Ménotin, malgré les efforts dans la gouvernance du Bénin, avec des facilités à lancer par soi-même des entreprises, des start-up, la création des emplois, notamment grâce à la GDIZ, vante le journal qui déplore qu'encore 56 migrants béninois sont sauvés du naufrage en Guinée équatoriale. Le rêve de l'extérieur, une solution énigmatique, conclut le journal. Et dans les dernières secondes, Matin Libre dénonce ces cadres retraités qui refusent de partir. Par une lettre en date du 26 septembre 2024, le journal rapporte que le ministre de l'Enseignement supérieur invite tous les membres du comité de direction, CODI, à mettre fin aux activités des agents admis à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Par cette correspondance, le ministère demande aux agents retraités de libérer sans délai leurs fonctions, qu'ils soient fonctionnaires d'État ou agents contractuels du droit public de l'État. Mais à leur habitude, les destinataires de cette correspondance font la sourde oreille, dénonce le quotidien qui relève que l'autorité ministérielle en est arrivée là à cause sûrement des agissements de ces retraités. Quand on a servi l'administration publique pendant des années, il faut laisser la place aux plus jeunes de venir faire leur expérience aussi à des postes de responsabilité. Mais s'accrocher, refuser de partir jusqu'à ce que l'autorité ministérielle vienne vous sommer de partir n'est pas digne de ces hauts cadres des universités publiques, et du coup ça c'est s'offusque le journal. Sans commentaire, mesdames, messieurs, ainsi va l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce jeudi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Souta FM.
Et bien voilà, 29 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité sur la radio Sota FM. Merci de l'avoir suivi. Collaboration technique, on retrouve Aboubakar Doko à l'édition, Amadou Suleiman en direct pour la présentation Bruno Gakli. Portez-vous bien. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio